Petit surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est le top des meilleurs films de l'année 2022. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment mis 3000 ans à sortir mes vidéos du calendrier de l'Avent. J'ai eu que des tuiles fin décembre, mais promis 2023, vraiment promis, je sortirai tout. Quitte à faire des vidéos vraiment prévues d'avance, mais je sortirai tout à l'heure. Toujours est-il qu'un top reste un top, cet avis n'engage que moi. Et donc je vais te dire les films que j'ai adorés pour l'année 2022. Allez, c'est parti. Oh my gosh! Alors avant de commencer, je tiens à préciser que ce top n'engage que moi. C'est mon avis, après si tu veux donner ton avis, tu en as tout à fait le droit. Mais tu vas voir qu'il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas été d'accord avec beaucoup de gens. J'ai vu des tops de certaines personnes, je suis en mode ah bah d'accord. Ok, bref, donc on va commencer par les mentions honorables. Si je regarde, c'est parce que j'ai mes notes, je me rappelle plus du tout de ce que j'ai écrit. J'ai écrit au fur et à mesure pour me rappeler si j'aimais tel ou tel film. Donc on commence par Asbestas, qui a une bonne réalisation, qui est franco-espagnol, qui te fait rester sous pression pendant tout le film, mais il manquait quelque chose, c'est pour ça que c'est qu'une mention honorable. Ensuite on a The Batman, parce que oui, il y a Robert Pattinson, qui, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je ne l'apprécie pas trop, mais force est de constater que ces dernières années, il joue quand même dans des films qui sont pas mal du tout, mais bon, j'aurais quand même trahi l'homme de ma vie, aka Christian Bale, qui a aussi fait Batman, si j'avais reconnu que le Batman de Robert Pattinson méritait d'être dans le top par rapport au Batman de Christian Bale. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est dans les mentions honorables. Je ne peux pas trahir mon mari, parce que pour moi, le best, c'est Christian. Peut-être ce qui a péché, c'est le fait qu'il soit un peu trop lent. Par contre, la musique est toujours iconique, et étant donné que Batman c'est un de mes héros préférés, j'étais très contente de le découvrir. J'ai mis Top Gun Maverick. Oui, alors tu vas me dire pourquoi mention honorable, t'abuses meuf? Parce que déjà j'ai jamais été trop fan de Tom Cruise, mais en toute honnêteté j'ai jamais vraiment compris l'engouement autour déjà de Tom Cruise, je l'apprécie pas plus que ça, mais surtout autour de Top Gun. Parents, mon mec, mes amis, tout le monde trouve ce film iconique. Bah perso j'aime bien les musiques, j'adore les loopings en avion, j'ai moi-même failli passer mon brevet de vol, je sais plus comment on appelle ça, mais bref, conduire des avions, il y a rien de plus, c'est pas incroyable je trouve. La suite Top Gun Maverick a été vachement classe et perso je t'avoue je l'ai apprécié vraiment. Extrêmement rare que j'apprécie une suite. Déjà qu'on ait une bonne suite c'est rare, mais alors qu'une suite soit meilleure qu'un premier opus c'est encore plus rare, et d'autant plus avec moi parce que je suis très compliquée. Franchement comment ils ont accueilli Tom Cruise c'était vachement hyper classe. Ensuite on a Licorice Pizza, ça montre un amour mais un peu torturé, frustrant. Le film est magnifique, drôle, touchant, on voit des moments de vie et de jeunesse, mais encore une fois c'est pas un thème qui fait que ça va te marquer à vie. Ensuite il y a Nightmare Alley, ça va pas plaire à tous, ou tu aimes ou tu n'aimes pas. Moi je suis hyper glauque et spéciale, alors j'ai adoré, même si pour 99% de la population terrestre ça a été un flop au box-office, mais je trouvais qu'il y avait une ambiance de folie, un peu grotesque, il y avait une morale, une punition divine, comme dans quasiment tous les films de Guillermo del Toro, même si cette année je trouve pas qu'il ait été particulièrement brillant. Ensuite il y a Les Crimes du futur, alors j'adorais l'ambiance, j'adorais les sujets qui ont été abordés de manière subtile, mais en même temps ça faisait un bail que j'avais pas forcément vu une production intéressante avec Kristen Stewart dedans. Ça parle d'art, de sexe et aussi de crime, donc c'est vraiment des sujets déjà que j'adore au cinéma, mais même dans la vraie vie. Enfin peut-être pas le crime, hein. Ne me faites pas dire ce que j'avais pas dit, mais bref, je veux dire que dans la vraie vie tout ce qui est tueur en série, machin, trucs illégaux, machin, quand tu vois aux infos c'est hyper intéressant, ça te hype, bref tu m'as compris. Et puis Cronenberg, un des meilleurs réalisateurs. Ensuite on a Armageddon Time, parce que Anna Thaoué, moi j'accours, même si pour beaucoup ça fait un flop. Après Glass Onion, j'adore les who done it, c'est ma passion. Alors le film n'est pas parfait, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top, mais la performance est jouissive et j'espère qu'il y aura d'autres films dans ce style, parce que j'ai cru comprendre que c'était une saga, en fait les Glass Onion. En tout cas c'est bien parti pour. Après on a vu le film Menteur tout simplement parce que mon darling est littéralement amoureux de Tarek. On a vu tous les films qu'il a fait. Ensuite il y a le film Smile qui était un très bon film d'horreur, même s'il ressemblait un petit peu à Action Vérité avec
Lucy Hale, l'excellent Don't Worry Darling. Après on avait l'école du bien et du mal, j'avoue c'est un petit peu parce que j'adore le roman que je l'ai mis dans les mentions honorables, mais c'est vrai que ça faisait un peu très teenage. Ensuite on a After chapitre 4 parce que ça reste After, donc est-ce qu'on peut dire que le scénario est extrêmement poussé? Non, mais j'ai adoré cet opus donc je l'ai mis quand même. Ensuite il y a The In-Between avec l'actrice de Kissing Booth, je le trouve vraiment très sympa. Après l'histoire était un peu vue et revue. Maintenant on rentre dans le vif du sujet. Sonic 2, voilà j'adore Sonic. Tout le monde disait que Sonic 2 allait être nul, bah en fait il était même meilleur que le 1. Il y a La Nuit du 12 qui en fait nous parle de la brigade des PJ où chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il va pas réussir à résoudre et c'est le cas de Yuan avec le meurtre de Clara. Malgré les interrogatoires qui se succèdent et les suspects qui ne manquent pas, tout ce qui sait en fait c'est bah le crime a lieu la nuit du 12. Alors c'est français, on peut avoir des réticences, mais en tout cas j'en ai eu, et finalement c'est un très bon thriller, parce que même si l'histoire est pas forcément originale, moi j'ai été agréablement surprise par la façon dont l'histoire a été posée, les images du film qui sont vraiment très oppressantes, très film d'artistes, tu vois, d'auteurs, les musiques, l'ambiance générale, et puis le cœur de l'histoire c'est effectivement un fait divers, mais aussi un fait divers qui se déroule à Grenoble, et Dieu sait que je n'apprécie pas Grenoble, je connais très bien la ville, je n'aime pas du tout, mais comme je suis très fan de montagne et d'histoire glauque, j'avoue, je me suis régalée. À l'ouest, rien de nouveau, qui est tout simplement l'histoire poignante d'un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. Paul, avec ses petits camarades, qui voit l'euphorie initiale en mode on va gagner la guerre, on fait la guerre, on est des héros, se muer en désespoir, et la mort, ça n'en finit jamais, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, on veut partir, on veut pas être là. Puisqu'ils vont défendre leur vie au fin fond des tranchées. Alors c'est vraiment un très beau film et surtout la claque que je me suis prise c'est le point de vue allemand. Depuis petite je déteste la langue allemande mais ça m'a pas empêché de l'apprendre parce que j'habitais à Strasbourg. J'ai une passion pour les Allemands. J'ai toujours aimé au niveau de la guerre l'Allemagne dans le sens que je trouvais qu'on avait toujours un point de vue allié, un point de vue français, on n'avait jamais un point de vue sur entre guillemets les ennemis et du coup surtout le point de vue pour la Première Guerre mondiale des Allemands. C'est dommage que le film s'appelle comme le livre, d'autant plus qu'en fait il ne fait que s'inspirer du livre, hein. Il rajoute beaucoup trop de trucs pour qu'on puisse dire que c'est une adaptation fidèle. Northman, je tiens à dire c'est un casting époustouflant, j'adore le duo Kidman et Skarsgård, ça a toujours bien géré, bien fonctionné à l'écran, ils jouent souvent ensemble, ils ont toujours des rôles ambigus entre eux, ça tue l'écran. Et puis il y avait notre petite Tyler Joy qui gère bien dans son rôle, même si je trouvais qu'elle avait pas beaucoup de scènes. Pour l'histoire, c'est le jeune prince Hamlet qui vient de devenir un homme pour son clan et son père va être victime d'un coup d'état et donc du coup il va s'exiler et des années plus tard il va décider en fait de venger son père, récupérer son royaume et sauver sa mère. Sauf que quand il débarque, déjà il tombe sur une nana dont il va tomber fou amoureux et qui va l'aider, qui a l'air un petit peu d'être une sorcière et tout, mais surtout il va se rendre compte que c'était peut-être pas forcément ce qu'il s'était imaginé, que toute cette vie il a vécu dans la rage. Ce film était un mix de mes deux passions dans la vie, la dystopie et les vikings. Le souci c'est qu'on avait une partie un petit peu mystique et mythologique qui parfois pouvait prendre le pas sur le récit, mais ça en même temps rajoutait un charme. Là où ça m'a mis mal à l'aise, j'avais l'impression que c'était le remake de Macbeth, d'autant plus que le héros s'appelle Hamlet, mais version viking. J'ai lu tout Shakespeare quand j'étais jeune, donc j'ai des bribes dans mon cerveau sans pour autant me rappeler exactement de quoi parlait Macbeth, de quoi parlait Hamlet finalement. Mais j'ai adoré le film, après c'était hyper violent, c'était hyper surjoué, Alexander Skarsgård il était en mode Conan le barbare, il t'en mettait plein la vue, ça gueulait tout le temps, Nicole Kidman avec des malades mentales, mais c'était le feu, j'ai bien aimé, juste la fin j'étais un petit peu déçue, mais c'était un bon film, et j'adorais l'ambiance pesante, les images foncées, la violence, les musiques. Ensuite on a Pinocchio, la version de Guillermo del Toro en stop motion sur Netflix. Donc Pinocchio, je te l'apprends pas, la fameuse marionnette qui, comme par magie, prend vie pour apaiser le cœur de Geppetto, un de mes contes favoris, qui pour autant a déjà été adapté des milliards de fois, à savoir Pinocchio. Comme c'était en stop motion, il paraît que le projet a été peaufiné pendant 9 années. Et franchement, je le rendu final, ça valait le coup. Moi j'adore la stop motion, je suis vraiment une grosse fan. Stop motion de malade mental, il y avait de la poésie, des drames, le visuel était bluffant. Et en plus d'avoir plus de réalisme que dans d'autres adaptations, et aussi des thématiques comme le fascisme, parce que Guillermo del Toro est très engagé, j'ai eu le bonheur de voir les codes du conte original repris et ça m'a fait vraiment très chaud au cœur parce que souvent quand on adapte on doit faire des concessions, donc on s'éloigne du matériau de base. Ensuite il y a Everything Everywhere All at Once, je ne le répète jamais assez, mais quand la foule est trop focus sur un show, perso je me méfie parce que j'ai trop peur d'être déçue ou alors que ce soit trop surcoté. J'ai vu un petit peu avec appréhension ce film et au final que nenni. L'actrice qui joue Evelyn Wang, ma passion, je l'aime beaucoup. Ça nous parle de Evelyn Wang qui essaie de renouer avec sa famille, elle comprend plus sa famille, son travail, elle couche sur les impôts, bref, elle vit pas
une période très sympathique et un coup, elle se retrouve plongée dans le multivers, dans des mondes parallèles, elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener, un concept que j'adore, tu le sais très bien. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde, mais aussi préserver la chose la plus précieuse pour normalement tout être humain normalement constitué, sa famille. Je pense que ce film est littéralement une bombe atomique, ça pourra pas forcément plaire à tout le monde, et en même temps si, parce que des fois c'est un petit peu très pipi caca, très gamin, après des trucs sexuels très décadents, mais en même temps il y a un côté très spirituel qui est contrebalancé par l'extravagance, il y a un côté mode, il y a un côté multivers, c'est barré, c'est décalé, c'est drôle, ça va hyper loin, mais en tout cas ça mérite d'être très audacieux, et c'est époustouflant pour moi, en plus je te l'ai déjà dit 1000 fois, je suis très fan de mondes parallèles, je me suis régalée. Il y a le menu, un couple va se rendre sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d'autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales puisque ça va se transformer en tuerie de masse, cannibalisme, course-poursuite. J'ai trouvé que c'était pas du tout un film d'horreur sur le cannibalisme par rapport à la bouse qui était Bones and All. D'ailleurs j'ai vu beaucoup de gens le mettre dans leur top. Après c'est subjectif, hein, mais je comprends pas comment on peut aimer Bones and All. Pour moi, le menu était un thriller très qualitatif, porté par Tyler Joy que j'adore. Le casting aussi, je l'apprécie énormément. Il y avait aussi un message très intéressant, mais tout en subtilité pour un film qui est méta. L'histoire est pas forcément la plus innovante, mais l'image, l'ambiance générale ultra pesante et oppressante, qui monte en intensité au fur et à mesure de l'intrigue, je me suis régalée. Ensuite, on a le plan 75. On passe au Japon, dans un futur proche où le vieillissement de la population s'accélère et donc le gouvernement décide de prendre le taureau par les cornes et dit bon bah tiens, à partir de 75 ans, tous les seniors, boum, vous êtes inutiles pour la société, vous êtes des charges, vous êtes des boulets, et donc on leur propose un programme spécifique qui va littéralement en fait, contre de l'argent, les mener vers la fin de leur jour. Et on va suivre Michi qui va se souscrire à ce plan, Hiromu qui est un recruteur du gouvernement et Maria qui est une aide-soignante et qui vont en fait, se retrouver à devoir mettre en place ce plan 75 et donc on va voir toutes les problématiques qui en découlent autour. Perso, je trouve que c'est un film marquant de par la dureté des thématiques qu'il soulève, parce que qui est-on pour décider de qui doit mourir et quand? On voit qu'il y a vraiment un écho social contemporain, mais honnêtement, je vais pas développer plus, parce que déjà, je vais faire une capsule sur les films japonais favoris, et deuxièmement, je vais faire une capsule sur des soucis un peu de société, et j'avais envie de reparler justement de cette histoire de vieillissement et de cette problématique qui est bien abordée dans le film. Les sujets d'ailleurs, je les trouvais assez sous-cotés, mais c'est adopté de façon très originale et très chère à mon cœur, la dystopie. Esthétiquement, le film est beau, il y a une balance entre l'univers dystopique glacial et les personnes qui sont hyper touchantes et attachantes. Comme je l'ai dit, j'en reparlerai, mais c'est quand même un sujet qui me touche parce que j'ai toujours été très proche des personnes âgées et des jeunes enfants, et je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait vraiment un gros débat auquel j'avais participé pour savoir si, à partir d'un certain âge, puisque les personnes âgées traînaient des maladies, souffraient de telle ou telle chose ou coûtaient trop cher au système, est-ce qu'il valait pas mieux les euthanasier? Et c'était un débat qui m'avait occupé pendant très longtemps, et ce film, je trouvais qu'il y répondait avec brio, et quelle que soit ta team de base, donc en mode oui, allez, tuez-les, ou non, au contraire, ils ont le droit de vivre, quelle que soit ta team de base, et bien chaque personne qui le visionnera en sortira grandi. Surtout en plus que je trouve que 75 ans, c'est quand même assez jeune pour mourir vieux. Je sais pas si tu me suis. Je trouve que, genre, pour moi, 75 ans, t'es pas spécialement vieux. Genre, 95, ouais, t'es vieux de ouf, mais 75 ans, je trouve pas que tu sois si vieux que ça, en fait. Les raisons derrière ces choix dans le film sont très bien traitées. Les maladies, parce qu'ils galèrent financièrement, parce qu'ils veulent préserver les générations futures. Et donc, au final, c'est un génocide légal, et ce film m'a vraiment ému. D'ailleurs, si tu as une âme sensible, abstiens-toi, parce que j'ai vraiment été prise aux tripes. Bon, je continue sur ma lancée avec Decision to Live. On suit Hae-jun, donc cette fois-ci c'est un film coréen, qui est détective chevronné qui enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet du montagne, et il va venir à soupçonner la femme de ce défunt, tout en étant déstabilisé parce qu'il va ressentir une attirance pour elle. Et j'ai trouvé que c'était un thriller tout simplement bluffant, avec des transitions de malade, un propos très juste sur la société actuelle, les relations humaines. Enfin, moi c'est vraiment des thèmes qui m'intéressent, hein. J'aime pas juste qu'on te montre un truc pour te dégoûter comme ça, non, j'aime bien qu'il y ait une réflexion derrière, et à chaque fois ça te surprend, tu te poses des questions, t'essaies de deviner, t'essayes de te questionner, t'essayes de savoir, enfin bref, c'est vraiment, ça te fait de la gymnastique cérébrale, et ça j'adore.
Ensuite il y a The Banshee of Inisherin. Je sais pas si je le prononce bien, mais moi de toute façon dès que c'est Écosse, Irlande, machin, j'adore. Je suis pas très fan de Colin Firth, mais ce film était une claque. C'est un de ses meilleurs rôles, je pense. Donc ça nous parle d'une île au large de l'Irlande où on a deux compères qui vont se retrouver dans une impasse le jour où l'un d'eux veut mettre fin à leur amitié. Donc celui qui est abasourdi n'accepte pas et tente de recoller les morceaux avec le soutien de sa sœur et d'un jeune homme qui habite aussi sur l'île mais qui est un peu glauque, un peu bizarre. Sauf que finalement ces efforts vont avoir l'effet inverse et donc finalement donner encore plus envie à cet ami qui voulait mettre fin à leur amitié de mettre fin à leur amitié. Ce qui est totalement bizarre, mais enfin bref, vous allez comprendre en voyant le film. Et donc ce gars en question finit par poser un ultimatum désespéré et malheureusement les événements vont s'envenimer et avoir des conséquences terribles. Et ce film, je peux pas trop en dévoiler sinon je spoilerais, mais c'était une claque. J'ai été très touchée par l'amitié, ou plutôt la non-amitié, je veux dire, des personnages. Et c'était une histoire assez unique, faut vraiment aller la voir, ça vaut le coup et sur grand écran. Parce que je sais que bon nombre d'entre vous attendent d'avoir le film en streaming ou en DVD, mais pour l'avoir vu au cinéma, c'est excellent. Ensuite, je sais, c'est mon enfance qui parle, Le Chapeauté 2, j'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai vu 2 fois. Une fois au cinéma avec mon père et une fois avec mon darling, parce que je fais rewatcher le 1. Et ensuite, il a découvert le 2 et il était devenu dingue. Il a dit, niveau scénario, le 1 était mieux. Mais niveau musique, dessin, combat, annonce, parce qu'à la fin du Chapeauté 2, on t'annonce un Shrek 5, le 2 était incroyable. Franchement, il était à la hauteur du premier, si ce n'est mieux. Il a adoré. Personnellement, Le Chapeauté... et de manière générale Shrek, c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu, et en voyant Le Chapeauté 2, déjà j'étais hyper émue d'avoir des rêves au premier film, au monde de Shrek, mais aussi d'avoir des rêves dans le générique, puisque c'est le film d'animation qui lance le nouveau générique de DreamWorks. C'était trop beau, ça m'a vraiment émue. L'histoire est à la fois simple mais complexe, tout était bien minuté au millimètre près, la musique te rend dingue, on revoit des persos qu'on adore, et Shrek 5 quand il sortira en mai, mais je vais le voir au cinéma, j'accours, ça nous parle finalement du chapeauté qui se retrouve encore une fois seul parce que monsieur est hyper égocentrique et a peur, et malheureusement il va mourir d'une manière très bête, et on apprend que il est rendu à sa dernière vie, et il y a un mystérieux loup qui le poursuit pendant tout ce temps, et donc il va partir en quête de l'étoile au vœu pour récupérer cette vie. Il va retomber sur certains personnages que on aime bien du premier opus, et il va se faire accompagner par un chien que au début j'avais envie de le baffer, mais à la fin du film j'avais envie de l'adopter tellement il était trop gentil. S'il était pas là, le chapeauté serait mort, littéralement, vraiment. Ensuite il y a le film R, ou plutôt 3R, enfin genre c'est 3R à la suite, qui nous parle à l'époque coloniale en Inde, des Anglais qui vont enlever une jeune fille d'une communauté tribale. Sauf que ce qu'ils ignorent, cette communauté a un protecteur et il va décider en fait de se venger entre guillemets. Et en fait c'est un des films indiens les plus chers de l'histoire, mais aussi un des plus beaux. Ça valait le coup. Parce que franchement 3 heures de visionnage elles sont passées mais comme ça, comme une lettre à la poste. Le film, il y avait une amitié incroyable, une mise en scène de dingue, le haut du panier avec Avatar 2, je sais il y a des gens ils ont dit oui non mais c'est surcoté, bref pour moi c'était iconique, renversant, incroyable, basta. Si tu me suis sur TikTok t'as déjà vu mon avis sur la question. Il est prouvé selon un sondage que j'ai réalisé par moi-même que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux sont plus heureux et sont les plus beaux. Haha. Tu sais à quel point j'adore l'univers d'Avatar, ou plutôt comment je suis obsédée par Avatar. Au passage j'ai vu qu'il y avait des pop qui allaient sortir, donc moi Neytiri et Jack Sully je les achète. Par contre étant claustrophobe dans l'eau, j'ai bien fait pour une fois de pas le voir en 4DX parce que j'avais envie de bosser mon anglais, alors on l'a vu en VOSTFR parce que pour le coup à chaque looping de Tulkun j'aurais fait une syncope. Ça se déroule plus d'une décennie après les événements du premier film et ça raconte l'histoire de la famille de Jack Sully puisqu'ils ont eu des gosses. Sauf qu'ils vont être confrontés à des épreuves puisque évidemment les humains vont pas les laisser tranquilles, ils vont revenir. Va y avoir des bastons, va y avoir des tragédies, je détaille pas parce que comme je l'ai dit j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers sur TikTok, mais il aura le droit un jour à sa capsule détaillée. Oui je suis une psychopathe donc tu penses bien que s'il y a 6 volumes, 6 opus, je suis obligée de parler dans les détails. J'ai une thèse à écrire sur Avatar en fait. Hâte d'être en 2024 pour découvrir la suite. Étant une féministe invétérée et une fan d'histoire invétérée depuis une décennie, étant passionnée de la Seconde Guerre mondiale depuis ma naissance de par déjà mon histoire personnelle, je me suis empressée d'aller voir Simone, d'autant plus quand ma soeur est rentrée un jour d'une sortie avec sa classe où elle l'avait vue, elle m'a fait « Oh mon dieu,
incroyable. Du coup, comme ma soeur est un peu comme moi, je savais que j'allais kiffer, donc je me suis empressée d'aller le voir et je l'ai adoré. Pour moi, Simone Veil, c'est une figure de la France, de l'histoire des femmes, de l'histoire en général. Le film apporte aussi un message humaniste qui reste d'actualité et qui permettra à tout à chacun de s'ouvrir l'esprit. Vraiment, si t'es pas très fan de lecture, et même si t'es fan, regarde ce film, tu en sortiras grandi. On parle vraiment de la France du XXe siècle à travers Simone, et le film est vraiment très très beau. J'aime surtout le va-et-vient des époques, on te la montre jeune, on te la montre vieille, etc. Et c'est hyper dynamique, moi je suis très fan de ce genre de va-et-vient dans les films. Toutes les prises de position de Simone Veil sont hyper courageuses, elles ont encore une forte résonance aujourd'hui, alors que toutes les libertés qu'on a chèrement acquises sont vraiment un petit peu bafouées et attaquées de toutes parts, j'ai l'impression, en 2022 et à mon avis encore plus en 2023. L'actrice qui incarne Simone adulte est hyper investie dans ce projet, d'ailleurs il me semble qu'elle en était à l'origine, mais j'ai adoré aussi l'actrice qui jouait Simone jeune parce qu'elle brille d'une prestation exceptionnelle et donc pour moi c'était juste un grand film pour une grande dame et c'était excellent. Ensuite il y a Elvis Presley. Qui n'aime pas le King? Je tiens à poser la question parce que ce n'est pas possible. En grande fan de musique et de films que je suis, du coup quand je vois un film sur un chanteur, je me jette dessus. Et donc comme j'étais en train de patienter sagement pour Whitney Houston, je suis allée voir Elvis avec Austin Butler, hashtag un de mes amours depuis 3000 ans. Et mon dieu que c'était grandiose, c'était psychédélique, on s'en prenait plein la vue à chaque seconde et ce même pendant les scènes un peu plus calmes. Littéralement j'étais dans le même état que les nanas qui hurlaient lors de la première prestation de Elvis quand il n'était pas encore connu. Ceux qui ont vu le film savent. On suit ni plus ni moins que la vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers ses rapports complexes avec son manager Tom Parker. On aura aussi sur une vingtaine d'années le panel de ses relations, que ce soit avec les femmes, avec sa famille. D'ailleurs je trouvais que sa mère était glauque, son père, n'en parlons pas, il est éclaté au sol. J'ai bien aimé son histoire d'amour, même si ça s'est pas très bien fini. J'ai adoré l'ascension du chanteur, puisque encore aujourd'hui il est considéré comme une des plus grandes stars, personne peut inégaler son talent, mais aussi sur comment il a bouleversé un petit peu l'histoire de l'Amérique. Je veux dire, rien que musicalement, le fait que c'est un blanc mais qu'il fasse comme les noirs, et à l'époque il y avait la ségrégation, tout ça, comment il rend fou les filles alors qu'à l'époque on voulait qu'elles soient, oui, des filles de bonne vertu, des bonnes filles machin, alors que là il les rend des folles et tout, enfin laisse tomber. Et même si c'est pas un biopic parfait, parce que pour être diplômé en Elvisologie, je peux t'assurer qu'il manque beaucoup d'informations, le film reste quand même un régal et Austin Butler s'est vraiment donné, il l'a tellement bien incarné, on aurait pu s'y méprendre et surtout il a rechanté toutes les chansons d'Elvis. D'ailleurs j'étais à deux doigts d'acheter le CD du film mais j'attends qu'il sorte en vinyle. Visuellement le film est bien rodé de A à Z, le montage est dynamique, le jeu de noir et blanc puis de couleurs ça rajoute un petit je ne sais quoi que j'adore. Et tu vas peut-être dire que je pousse trop loin ma réflexion mais le côté mythologique du personnage s'intégrait vraiment très bien dans l'histoire américaine de l'époque avec toutes les problématiques raciales que ça soulève et surtout c'est un film qu'on peut revoir avec plaisir et sans se lasser et ça je le sais parce que je l'ai vu au cinéma avant les vacances de Noël, je l'ai revu une deuxième fois et je pense que cet été je vais le revoir une troisième fois. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas franchement j'ai été pas très déçue par 2022, j'ai bien aimé l'année 2022 dans son ensemble, mais en film j'en ai pas regardé tant que ça et je trouve que parmi tout ce que j'ai regardé il n'y avait pas vraiment beaucoup de pépites comme ça avait pu être le cas en 2021 ou même avant. Je sais pas si c'est pareil pour toi, n'hésite pas à mettre ton top toi en commentaire et sur ce je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, ciao ciao.